Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence sur les dettes publiques avec un plateau de choix, vraiment. Il y a toute une palette d'économistes avec des avis très différents, je pense, mais en tout cas tous de qualité. Et donc ça va être une très belle conférence sur, évidemment, sujet crucial. Je vais le présenter en quelques mots. Pour vous dire d'abord que la dette publique, les chiffres sont assez vertigineux, mais simplement ce qui est extraordinaire, c'est de faire un flashback sur les 18 mois que nous venons de vivre. Et pour les observateurs de la vie économique, c'est assez extraordinaire de voir un peu que tout le monde, face à la crise, a incité les pays à s'endetter. Moi, j'ai entendu les appels du FMI, notamment de tous les économistes. Il y a une espèce de consensus pour que, face à la crise, on dépense. Donc, on a vu la France, comme d'autres pays, voir sa dette grimper de 350 milliards pour arriver aujourd'hui à 115% du PIB. Mais ce n'est évidemment pas un cas isolé. Tous les pays, face à la pandémie, ont ouvert les vannes, avec l'assentiment des économistes et des institutions internationales et évidemment des politiques. Alors que l'épidémie de Covid semble se calmer, aujourd'hui, que fait-on? Que fait-on avec ce fardeau? Est-ce que cette espèce d'argent magique qui a duré pendant 18 mois, de financement par les banques centrales à des taux quasiment nuls, peut continuer? Est-ce qu'il va falloir revenir dans des règles budgétaires qui ont explosé en Europe, mais dont on reparle pour 2023? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur la gestion de cette dette. Côté monde politique, certains commencent à tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, dans Challenge, mon magazine, on a interviewé Édouard Philippe il y a une dizaine de jours qui a lancé un cri d'alarme sur la dette qui va pénaliser les générations futures. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions. Alors, pour démarrer ce plateau, je vais passer tout de suite la parole à Patrick Artus, qui est à l'initiative de cette conférence, donc chef économiste de Natixis, qui va un peu poser plus précisément que moi les grandes questions, et ensuite on va faire un tour de table des intervenants pour qu'ils répondent à la question en fait fondamentale: à quelles conditions cette dette est soutenable? Patrick, c'est à toi. Merci Thierry, bonjour à tous. Donc je vais pas répondre aux questions, je vais plutôt poser 3 ou 4 questions et on débriefera en fin de cette session. Alors la première question évidemment qui a beaucoup été traitée et qui a beaucoup suscité de débat, c'est la question du statut de la partie de la dette publique qui est détenue par la Banque centrale. Si vous prenez la France aujourd'hui, on a un taux d'endettement public qui est à peu près de 116% du produit intérieur brut, mais la partie qui n'est pas détenue par la Banque centrale, c'est seulement 90% du PIB, et c'est à peu près le même chiffre qu'avant la Covid, puisque en gros, la Banque centrale a acheté toutes les dettes émises pendant la Covid. Alors il y a un débat entre économistes, et je pense qu'il réapparaîtra ce matin, pour savoir comment il fallait réfléchir à on a appelé ça la dette Covid, sachant qu'elle a été achetée par la Banque centrale contre création de monnaie. Donc ce qui circule aujourd'hui, c'est de la monnaie. La dette est dans le bilan de la Banque centrale. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette dette, ou est-ce qu'en réalité elle est de facto annulée? Est-ce que l'annuler explicitement est intéressant, ou est-ce que ça sèmerait au contraire la panique sur les marchés financiers et donc ça serait totalement contre-productif? Voilà, donc c'est le premier débat. Donc, ce débat est assez confus, et vous avez entendu par exemple le gouvernement parler d'une mise à part de la soi-disant dette Covid. Donc est-ce que cela a un sens? La seconde question, évidemment, qui est très importante, c'est la question de la hiérarchie entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Si on est dans un monde où durablement le tôt d'intérêt est plus bas que le taux de croissance, les taux d'endettement public convergent. Ils vont vers une limite et ils se stabilisent, simplement parce que vous voyez qu'à ce moment-là, la dynamique de la dette qui est liée au taux d'intérêt est moins forte que la dynamique du revenu qui est liée au taux de croissance. Et par contre, si on passe dans un monde différent où le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, la dynamique de la dette peut être explosive, c'est-à-dire que le taux d'endettement public peut augmenter beaucoup. Et en plus, dans cette configuration où le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, on a le droit de faire de la dette publique que si
il est optimal de ramener du revenu du futur vers le présent, puisque de la dette publique, c'est bien ramener du futur de plus tard, où il faudra rembourser la dette, vers aujourd'hui, où on l'utilise. Mais cette contrainte, elle n'apparaît pas si le taux d'intérêt est plus petit que le taux de croissance. Donc il y a un débat entre économistes pour savoir s'il y a un risque ou non que plus tard, le taux d'intérêt repasse au-dessus du taux de croissance. Et évidemment, c'est extrêmement important parce que si vous croyez qu'à un certain moment ce risque existe, vous avez évidemment une attitude beaucoup plus prudente vis-à-vis de la politique budgétaire que si vous pensez que définitivement les taux d'intérêt vont être plus bas que les taux de croissance. Juste une note de bas de page sur ce sujet. C'est par des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance, mais considérablement plus bas, qu'on a tué les dettes publiques après les guerres. Simplement avec à ce moment-là un écart qui était gigantesque entre les taux d'intérêt et les taux de croissance et qui a fait en quelques années chuter considérablement les endettements publics. Et deuxième note de bas de page, on dit parfois que l'inflation est la solution du problème des dettes. Il faut être beaucoup plus précis que ça. S'il y a de l'inflation, mais que les banques centrales réagissent à cette inflation en montant les taux d'intérêt, ça ne marche pas. Donc la solution au problème des dettes, c'est de l'inflation à laquelle les banques centrales ne répondent pas, ne réagissent pas. Et ça, c'est un point important. Et troisième et dernier point, comme le temps est compté ce matin, il y a une question évidemment extrêmement importante aujourd'hui qui est liée à la question de la redéfinition des règles budgétaires en Europe, qui est quel type de dépenses publiques a-t-on le droit de financer par de la dette et quel type de dépenses publiques doit-on financer par des impôts. Financer par de la dette, c'est la même chose que la financer par du déficit public. Et alors évidemment, ce qu'on aimerait dans un monde idéal, on serait capable de faire la liste des dépenses publiques, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des investissements, on va penser à l'éducation, à la santé, etc. La liste des dépenses publiques qui ont un effet positif sur la croissance de long terme, sur la croissance potentielle, et à les traiter différemment des dépenses publiques qui n'ont pas d'effet sur la croissance de long terme. Donc voilà, donc si on était dans ce monde idéal-là, on serait évidemment dans une situation assez confortable. Le monde le plus idéal, c'est le monde où le taux d'intérêt reste durablement inférieur au tôt de croissance et où on sait faire la liste des dépenses publiques qui augmentent la croissance potentielle. Alors, question, est-ce qu'on... Moi, je ne donne pas mon avis. Est-ce qu'on sait faire ce travail d'identifier les dépenses publiques qui font de la croissance de long terme? Alors, il y a aussi là un débat entre économistes. Au niveau très microéconomique, probablement, on sait le faire. C'est-à-dire, si vous avez un champ d'éoliennes, vous savez à peu près calculer l'effet de ce champ d'éoliennes sur la production, sa rentabilité. Mais ce qu'il faudrait, c'est une règle macroéconomique. Voyez, on dirait tel type de dépense, vous avez le droit de le financer par de la dette. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, je pense. Et je finis juste par un exemple, l'éducation. On était quelques-uns d'entre nous dans un débat récemment sur ces questions d'éducation, où les spécialistes de l'OCDE nous disent la dépense d'éducation la plus efficace, c'est l'argent qu'on met à la maternelle. Et bien, c'est pas trivial, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas mettre toute la dépense d'éducation comme une dépense publique finançable par de la dette. Il y a des petits bouts peut-être que vous pourriez financer par de la dette. Et vous voyez que c'est très compliqué dès que vous voulez faire cette espèce de taxonomie de ce que vous avez le droit ou non de financer par de la dette. Donc voilà, donc les trois questions sur lesquelles il me semble que mes camarades doivent maintenant se battre, c'est le rôle de la Banque centrale et le statut de la dette publique détenue par la Banque centrale, le risque ou non que les taux d'intérêt repassent dans le futur au-dessus des taux de croissance et notre capacité à identifier les bonnes dépenses publiques, c'est-à-dire celles qu'on a le droit de financer légitimement par de l'endettement. Voilà Thierry. Merci beaucoup Patrick. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je passe la parole tout de suite à ta voisine, à Gisabelle Copé-Soubeyran, donc maîtresse de conférence à Paris 1, et pour répondre aux questions de Patrick, mais j'en rajouterai une autre, puisque effectivement, il y a un débat qui a divisé pas mal les économistes et qui, je pense, va diviser nos économistes présents aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut annuler une partie de cette dette pour retrouver des marges de manœuvre? Parce qu'effectivement, en ce moment... C'était ma question, Thierry, quand même aussi. Bon, je l'exprime plus directement. Je l'exprime plus directement parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Actuellement, tout va bien. Les taux sont à zéro. On s'endette quasi gratuitement. Sauf que certains économistes nous disent non, mais attendez, il faut annuler une partie de la dette portée par la BCE pour retrouver des marges de manœuvre. Donc, on peut se poser la question pourquoi? Donc, parmi les questions, je rajoute celle-là, Isabelle, pour notre assistance. Merci beaucoup. Ça fait partie des questions que j'attendais un peu. Bon, on a besoin d'énormément de dépenses publiques
pour gérer cette crise sanitaire. Et c'est absolument indispensable. On va avoir besoin d'augmenter encore ces dépenses publiques pour gérer, au-delà de la crise sanitaire, la crise écologique. On ne peut pas tout financer par l'impôt, ça signifie qu'on va avoir besoin de déficits publics. Et essayer de réduire ces déficits publics, ce serait absolument dramatique, ou ce serait renoncer en fait à cet effort de transformation écologique et sociale de la société. Donc, on a besoin de dépenses publiques, on a besoin de déficits publics. La question c'est, est-ce qu'on continue de financer les déficits publics de la même façon qu'aujourd'hui? Comment les États se financent-ils? Ils se financent en émettant des titres de dette sur les marchés. Dans la zone euro, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, puisqu'on a 19 États qui émettent chacun leurs dettes sans partager du tout leur risque de défaut, et ils les mettent dans la même monnaie. À quelles conditions tout cela reste tenable? À la condition que la Banque centrale européenne continue de faire ce qu'elle fait, à savoir racheter massivement des titres de dette souveraines sur les marchés secondaires. Alors, il n'est pas sûr qu'elle puisse continuer de le faire au même rythme, d'accord, dans la mesure où commencent à pointer des tensions inflationnistes. Mais soyons d'accord, pour une fois, avec la Banque centrale européenne, et imaginons que ces tensions soient temporaires, d'accord, et qu'elles puissent continuer à faire cette politique d'achat d'actifs qui rend soutenable le schéma actuel. Voilà, la question que je pose, c'est est-ce qu'on mesure bien les conséquences de la poursuite de ce quantitative easing, de cette politique d'achat d'actifs? Alors certes, et c'est à mon avis, c'est pour ça que cette politique est menée, ils aident à piloter les taux souverains. Je l'ai dit, ils aident à ramener les taux souverains au plus bas et puis à fermer les spreads, c'est-à-dire à faire en sorte que les écarts de taux souverains entre les pays soient le plus petits possible. Mais il y a des effets qui sont, à mon sens, indésirables. Le principal effet, en fait, de cette politique d'achat d'actifs, c'est de faire monter les prix d'actifs. Et quelles sont les conséquences de cela? Les conséquences, elles sont assez simples, en fait. Les conséquences, c'est la montée des inégalités, le creusement des inégalités, parce que la montée des prix d'actifs, ça renchérit les patrimoines financiers et les patrimoines immobiliers. Et donc, ça rend encore plus riches les plus riches, et ça ne change rien à la situation des plus modestes. Et donc, ça accroît la fracture sociale. Par ailleurs, cette montée des prix d'actifs, que fait-elle? Eh bien, elle est en train vraisemblablement d'alimenter des bulles, et si les taux remontent, eh bien, ces bulles exploseront et vont créer de l'instabilité financière, une crise financière, même à moyen terme. Et donc, au fond, si le seul avantage de cette politique d'achat d'actifs de la BCE est d'apporter une assistance financière aux États de la zone euro, sans le dire vraiment, sans l'assumer vraiment, parce que c'est pas comme ça que cette politique est présentée. Eh bien, si c'est son seul avantage, essayons de trouver une solution qui permette d'avoir cet avantage sans avoir les inconvénients de cette politique d'achat d'actifs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apporter cette assistance financière autrement. Comment l'apporter, cette assistance financière? En gros, il y a deux types de solutions. Soit on prend la solution franche. Alors la solution franche, c'est celle dont on va nous dire qu'elle est totalement inenvisageable parce que c'est une solution qui consiste à revenir en profondeur sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce que, en fait, c'est une solution qui consiste à revenir sur l'article 123 qui interdit aux banques centrales de l'eurosystème d'apporter leur assistance financière aux États. Et donc, bon, alors, si on revient, parce que moi je pense qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir en dehors du cadre. Bien sûr, on ne va pas attendre ça de quelqu'un qui est en poste dans une banque centrale ou de quelqu'un qui est en poste au ministère de l'économie et des finances, mais il faut réfléchir en dehors du cadre. D'accord ? Et donc, quelles sont les solutions dans ce cas-là si on revient sur cet article 123? C'est autoriser la Banque centrale à intervenir sur le marché primaire, parce que ça évite des emballements de prix sur le marché secondaire. Donc, ça limite les problèmes d'instabilité financière. On peut également rétablir la possibilité de prêt ou de découvert, comme l'a fait d'ailleurs la Banque d'Angleterre pendant la crise sanitaire. Ou bien on va même encore plus loin,
et on envisage, moi c'est la solution qui m'intéresse le plus et qui vraiment me motive dans mes travaux aujourd'hui, on envisage même des dons de monnaie centrale, des dons de monnaie centrale qui me semblent être la piste la plus prometteuse en fait pour le financement de la transition écologique, parce que les dépenses dont on a besoin pour réaliser cette transformation, ce ne sont pas nécessairement des dépenses qui vont engendrer des revenus. Or, la dette, un prêt d'argent, c'est un financement qui est approprié quand il s'agit en fait de faire une avance sur des revenus futurs. Mais s'il n'y a pas de revenus futurs, s'il n'y a qu'un rendement social, et c'est énorme, mais s'il n'y a qu'un rendement social et pas un rendement financier associé à tout ça, on a besoin de réfléchir à d'autres modes de financement. On creusera tout à l'heure si ça pose question pour approfondir. Je disais donc ça c'est la solution franche. Et je termine sur la solution à mi-chemin, mais celle que vous attendez en fait. Il y a une solution à mi-chemin qui à mon avis flirte autant que le QE avec les limites du traité, mais qui n'a pas ces inconvénients, c'est-à-dire qui ne creuserait pas les inégalités, qui n'aurait pas les mêmes inconvénients en termes d'instabilité financière et qui donc serait meilleur. Quelle est cette solution ? C'est une proposition qui nous a fait nous disputer assez souvent, c'est l'abandon conditionnel des créances que l'eurosystème détient sur les États. Ça, aujourd'hui, ça représente quand même, parce que c'est beaucoup plus que quand on en a discuté au départ, ça représente pas loin de 3 500 milliards d'euros. D'accord ? Donc ça veut dire que si l'eurosystème abandonnait ces créances, alors évidemment pas tout seul dans son coin et pas non plus sur la décision isolée des États, mais dans un accord politique de haut niveau, si l'eurosystème abandonnait ces créances, eh bien, conditionnellement au réinvestissement de ces sommes dans la transition écologique, ça engagerait vraiment les États de la zone euro à investir massivement là où on en a besoin. Donc ce serait un engagement fort. Oui, je termine juste sur les 3 points, c'est pas dans l'esprit du traité. Ok, mais ce n'est pas plus interdit que le QE. Et je crois que si on le veut, au fond, on le peut. Je ne suis pas une grande fan de la théorie monétaire moderne, mais ce message-là de la théorie monétaire moderne, je l'aime bien. Donc si on le veut, on le peut. Par ailleurs, ce n'est pas inutile, comme on va sans doute l'entendre après dans les réactions, parce que le compte de l'État, ce n'est pas le compte de la Banque centrale. Il n'y a pas de compte consolidé entre l'État et la Banque centrale. D'accord ? Même si les États sont actionnaires des banques centrales. Donc arrêtons avec ça. Et ce que la Banque centrale rétrocède aux États, ce sont des intérêts seulement. Et ces intérêts, aujourd'hui, de toute façon, ils sont nuls. D'accord ? Donc cette histoire-là, elle ne nous intéresse pas. Et dernier point, ce n'est pas dangereux pour les marchés, puisque à mon avis, ce qui est dangereux pour les marchés, c'est la poursuite de la situation actuelle, c'est la poursuite de la solution actuelle. Aujourd'hui, ces politiques d'achat d'actifs massifs, c'est vraiment une bombe à retardement pour les marchés. Donc c'est ça le danger pour les marchés. L'annulation, ça ne concernerait nullement les investisseurs privés. Ça ne concernerait que la Banque centrale. La Banque centrale peut prendre la perte. Elle aurait des fonds propres négatifs. Ce n'est pas grave pour une banque centrale. Une banque centrale, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une banque commerciale. Ça peut fonctionner avec des fonds propres négatifs. Et si on ne veut pas des fonds propres négatifs, il y a de très bons comptables à la Banque centrale qui peuvent tout à fait imaginer un poste d'actifs non exigible qui empêche d'enregistrer la perte. Donc tout cela est possible, c'est une alternative. Des alternatives, il y en a, et ces alternatives, il faut les considérer. Merci beaucoup. Donc, le débat a déjà pas mal démarré. On va y revenir parce que, comme je vous le disais, les avis sont assez divergents sur le sujet. C'est une des questions sur l'annulation de la dette. Mais il n'y a pas que celle-là. Isabelle Job-Basile, donc vous dirigez les études économiques au Crédit Agricole. Donc, au-delà de cette question de l'annulation, j'imagine ce que vous scrutez, c'est la réaction des banques centrales. Et évidemment les taux, parce que c'est ce qui préoccupe tout le monde. Effectivement, si dans quelques mois, on voit les taux progresser, on voit bien la bombe à retardement que constitue le stock de dette. Là-dessus, quelle est votre vision ? Est-ce que vous pensez que cet état d'argent dit magique peut quand même durer très longtemps ? Vaste question. En tout cas, ce que l'on sait, et je pense que ça a été mis dans les éléments du débat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les taux d'intérêt
sont sous influence des banques centrales au travers de ces rachats de titres. Je dirais quand même, pour répondre à Jésabel, que les banques centrales n'ont pas fait ces politiques pour financer les États. Il faut regarder le contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu toutes ces politiques très accommodantes, que ce soit après la crise financière, que ce soit pendant la crise sanitaire. En termes de contrefactuel, l'amplitude de la récession qu'on aurait pu avoir, l'effondrement du système financier, l'amplitude de la récession, la montée du taux de chômage. Donc, maintenir des conditions financières très accommodantes dans cette période a aussi aider à limiter les dégâts économiques et sociaux liés à la crise. Donc ces taux d'intérêt sont effectivement sous influence des banques centrales. Ma conviction, c'est que ça va le rester. On va être un peu, et je crois que c'était ce qu'a dit Patrick, on a réglé ces problèmes d'endettement post-Seconde Guerre mondiale par ce qu'on appelle de la répression financière. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu dans les dynamiques d'endettement, ce qui est déterminant, c'est ce différentiel entre taux d'intérêt et taux de croissance. Eh bien, tout a été fait post-Seconde Guerre mondiale pour maintenir, même si on n'était pas au même niveau de croissance ni au même niveau d'intérêt, mais pour maintenir ce différentiel de manière à apurer dans la durée cet endettement. Typiquement, aux États-Unis, on a eu la réglementation Q qui a mis un plafond sur les intérêts payés sur les dépôts bancaires. On avait des interventions de la Banque centrale sur le marché pour limiter les hausses de taux, si bien qu'aux États-Unis, la dette post-Seconde Guerre mondiale a baissé de 3 à 4% par an, du simple truchement de cette mécanique de réduction automatique de l'endettement via ce différentiel. 3 ou 4% par an, ça a permis, au bout de 10 ans, de réduire l'endettement de 50 points de PIB. Donc on est revenu dans une situation de soutenabilité. J'entends bien les effets pervers qui sont liés à ces politiques très accommodantes et effectivement a raison de se dire que ça donne du carburant au marché et ça fait monter les prix d'actifs. Mais à chaque problématique, un instrument, peut-être qu'il faut réfléchir pas nécessairement sur ces politiques monétaires en tant que telles, qui aident non seulement les États, mais aussi l'économie dans son ensemble, mais également les politiques macro-prudentielles qui sont là pour essayer de freiner ces emballements où généralement, ces prix d'actifs sont aussi montent parce que derrière vous avez aussi du levier d'endettement. Donc c'est d'essayer de freiner cette dynamique cumulative entre endettement et prix d'actifs via des mesures macro-prudentielles. Merci beaucoup. Je continue mon tour de table. Je m'adresse à Henri Sterdignac, qui est donc un grand spécialiste du sujet, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est, après avoir été longtemps à l'OFCE, donc animateur des économistes atterrés. Mais ce qui est intéressant, notamment, c'est vos prises de position sont parfois un peu étonnante par rapport à ce que pensent d'autres amis des économistes atterrés. Donc voilà, et notamment vous êtes farouchement opposé à ceux qui demandent une annulation de la dette, donc vous allez nous expliquer pourquoi. Mais moi je suis notamment intéressé de vous entendre sur ce que vous pensez des dépenses publiques. Visiblement pour vous, il n'y a pas du tout de cadre à mettre en place pour les dépenses, et donc on peut continuer à dépenser allègrement, ce rythme-là. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut, à un moment donné, se poser la question de leur contrôle ? Voilà la question. À vous. D'abord, je dois dire qu'il existe quelque chose qui s'appelle la science économique et il existe quelque chose qui s'appelle la comptabilité nationale. Il existe quelque chose qui s'appelle la comptabilité des entreprises, la comptabilité du secteur financier, et on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. On peut toujours, effectivement, dire on va faire venir un comptable. Ça a été fait à Enron aussi, on a fait venir un comptable, et ce n'est pas une solution. Donc il y a une première chose qu'il faut dire clairement, c'est que les dettes publiques détenues par les banques centrales ne sont pas effacées. Ça demeure des dettes. La Banque centrale, lorsqu'elle achète des dettes publiques, en contrepartie, elle a à son passif des dépôts des banques commerciales qui eux-mêmes ont à leur passif des dépôts des agents privés. Et donc, on ne peut pas annuler la partie de la dette détenue de la dette publique détenue
par les banques centrales parce que ça n'annulerait pas les dettes effectivement détenues, les avoirs effectivement détenus par les agents privés. Donc cette histoire d'annulation de la dette publique, c'est simplement une erreur complète. Les banques centrales, par ailleurs, sont des filiales financières des États, et on ne peut pas masquer les dettes publiques en disant « ben voilà, j'ai trouvé un truc, on va les masquer dans les bilans de la Banque centrale ». Ce n'est pas un sujet, c'est simplement une erreur. Le deuxième point que je voudrais dire, comme l'a dit Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Je veux dire, la politique économique, elle se fait au jour le jour, compte tenu des contraintes que nous avons au jour le jour. Et donc, on peut effectivement faire des modèles de long terme dans lesquels on se pose des questions de long terme. Le problème, c'est qu'on a des problèmes à résoudre, des problèmes conjoncturels. Il est fort possible que dans 50 ans, les taux d'intérêt soient supérieurs aux taux de croissance. Ce n'est pas la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'on a besoin de dette publique, on a besoin de taux d'intérêt très bas parce qu'il y a des contradictions du capitalisme financier mondialisé qui fait qu'on a un déficit structurel d'épargne. Ce déficit structurel d'épargne, on a deux manières de le résoudre. Le déficit public, un excédent d'épargne, excusez-moi. On a un excédent d'épargne, on a deux manières de le résoudre, les déficits publics et les taux d'intérêt très bas. Si demain, la situation s'inversait, si effectivement on avait une croissance fabuleuse, les taux d'intérêt augmenteraient tout à fait naturellement, mais en même temps, on aurait plus de rentrées fiscales, on n'aurait pas besoin de politique économique expansionniste, et on se reposerait la question, mais on ne peut pas analyser, on ne peut pas s'angoisser aujourd'hui en disant « Mon Dieu, que se passerait-il si les taux d'intérêt remontent ?» Parce que si on a une banque centrale qui fait bien son métier, les taux d'intérêt remonteront effectivement. S'il y a de l'inflation et s'il y a de la croissance, ça sera une autre situation. Autre remarque, je suis tout à fait d'accord avec Jézabel, effectivement. Il faut éviter les bulles financières, la spéculation, qui sont nourries par les bateaux d'intérêt. Mais c'est les bateaux d'intérêt qui nourrissent la spéculation et les bulles financières. Ce n'est pas le fait que la Banque centrale rachète les titres publics, qu'elle finance les déficits publics. Et naturellement, on aurait été mieux avec des taux d'intérêt un peu plus élevés et avec des déficits publics un peu plus importants et surtout avec une politique, avec de façon générale des politiques industrielles, avec aussi une remise en cause dans certains pays du fait que le capital l'a emporté sur le travail, que la part du capital a augmenté au détriment de la part du travail. Oui, bien sûr, on serait mieux. Et la question qu'il faut se poser, c'est on a des taux d'intérêt très bas pour encourager les investissements productifs. Eh bien, il faut empêcher les banques de financer la spéculation. Il faut prendre des mesures effectivement macroprudentielles pour contrôler la distribution du crédit des banques. Dernier point, bien sûr, et je suis bien sûr d'accord avec Jézabel, il faut remettre en cause la manière dont fonctionne l'Union économique et monétaire. Il faut dire clairement, les titres publics sont garantis par la Banque centrale européenne, sauf si effectivement, dans des circonstances tout à fait particulières, le Conseil européen disait « tel pays fait une politique aventureuse, on ne garantit pas sa dette », mais ça ne doit jamais arriver. En principe, les dettes publiques sont garanties. Et voilà, donc les marchés n'ont aucune raison de maintenir des spreads entre des dettes publiques qui sont garanties. Il faut repenser aux règles budgétaires. Et la seule règle budgétaire possible, ça consiste à dire pas de règles. Il ne faut pas de règles numériques, il faut oublier les 60%. Il faut dire simplement, il faut vérifier que chaque pays fait bien une politique économique correspondant à sa situation. Il faut
tirer le leçon de la théorie moderne, monétaire moderne, un pays doit avant tout se préoccuper de son inflation, soit se préoccuper éventuellement de son déficit extérieur ou de son excédent extérieur si ça crée des problèmes à l'intérieur de l'Union, mais il ne doit absolument pas se polariser sur des chiffres complètement arbitraires. Et la question des dépenses publiques, elle est extrêmement simple. On a besoin de dépenses publiques courantes, c'est un choix social. Il ne faut pas dire les dépenses publiques courantes, c'est mal. On a besoin de retraite, on a besoin de dépenses de santé, on a besoin de dépenses d'éducation. Ce n'est pas la peine de se poser la question, est-ce que les dépenses d'éducation, ça favorise nos long terme? On en a besoin, c'est un choix social, c'est un choix économique. On a besoin de financer des investissements importants pour la transition écologique. OK. Et cela, il n'y a aucun problème pour les financer par des dettes. Et par ailleurs, ce qui doit nous dicter pour décider du déficit et de la dette publique, c'est des considérations macroéconomiques. Le fait, effectivement, qu'on a besoin à certains moments de dette et de déficit public, tout simplement parce qu'on a un déficit de demande. Merci beaucoup. Alors, je continue mon tour de table avec Xavier Rago, donc président de l'OFCE. Et Xavier Rago, j'aimerais bien en fait savoir ce qui vous préoccupe aujourd'hui par rapport à notre sujet. Quand on fait un flashback crise de 2008, on a bien vu que la grande erreur constatée par beaucoup d'économistes a été de serrer la vis des dépenses publiques et donc de casser le rebond de la croissance dans la zone euro. Donc là, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Face à la crise, les États continuent de dépenser et pour votre institut qui est plutôt d'obédience keynésienne, on va dire, j'imagine que vous avez une certaine satisfaction de voir que les États ont réagi massivement. Aujourd'hui, alors face à ces dépenses publiques qui continuent, à la dette qui s'accumule, quel est le principal risque d'après vous? Alors, je vais vous répondre. Alors, la première chose, c'est que l'OFCE n'est pas keynésien. C'est le réel qui est keynésien. Donc, on est keynésien parce que l'économie se comporte comme l'économie keynésienne. Donc quand elle sera plus keynésienne, on sera plus keynésien parce qu'on est d'abord des bons économistes. Ceci étant dit, voilà, je vais prendre un peu de recul pour prendre... sur la dette publique, je vous affirme ma conclusion, hein, il nous faut encore plus de dette publique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. 3 points. Premier point... cette question des taux d'intérêt, on la pose mal, surtout dans le débat français, parce qu'on en fait un élément monétaire. On dit que les taux d'intérêt sont bas parce que la Banque centrale fait ci, fait ça. C'est pas vrai. Ça fait 40 ans que les taux d'intérêt décroissent. Même, je vous enverrai sur une référence, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a un papier récent qui a fait l'histoire des taux d'intérêt depuis 1365. Et le taux d'intérêt décroît de manière continue depuis 1365. Je commence à être un peu dubitatif, hein, on commence à comparer un peu n'importe quoi. Le taux d'intérêt en 1365, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais au moins, ce que je comprends, depuis l'après-guerre, depuis surtout 1980, bien avant l'insertion des banques centrales sur les marchés financiers, etc., les taux d'intérêt décroissent. Pourquoi, dans le capitalisme d'aujourd'hui, on a des acteurs massifs qui épargnent énormément? L'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de la hausse continue de la volonté d'épargner. On oublie que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'émergence de la Chine, l'émergence des émergents, l'émergence de beaucoup d'acteurs accumulent énormément. Alors, c'est parfois des banques centrales qui accumulent des réserves dans les pays du Sud, certes, mais les taux d'épargne sont colossaux. On est dans un monde où on a une épargne extraordinairement élevée. C'est ça le fait du premier ordre. Et donc la hausse des banques centrales, des dettes publiques, ça a été une réponse à cet effet-là. C'était une réponse à ce problème-là. Je vous donne concrètement, je vais être un peu plus technique. Normalement, avant la crise, les estimations de l'effet des hausses des dettes publiques sur les taux d'intérêt font que quand j'augmente les taux d'intérêt de 10 points par rapport au PIB, quand j'augmente la dette publique de 10 points par rapport au PIB, ça fait augmenter à peu près les taux d'intérêt de 0,3. Parce que je suis obligé de faire augmenter les taux d'intérêt quand la dette publique augmente pour attirer les épargnants. C'était ça le monde d'avant. Là, la dette publique a été multipliée par 2. On peut parler de la détention par les banques centrales. Ça augmente le taux d'épargne globalement. Donc ça a été multiplié par 2 et les taux d'intérêt ont décru de 2 points. Au lieu d'augmenter de 1 point comme on pensait avant, ils ont décru de 2 points. Et ça, c'était prévisible. Donc on est dans un monde où
jamais la dette publique a été aussi élevée et jamais les taux d'intérêt n'ont été aussi bas depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte pour l'État, c'est les charges d'intérêt. Combien je dois rembourser chaque fois dans le budget de l'État pour payer les taux d'intérêt sur la Banque centrale, les taux d'intérêt sur la dette publique que j'ai émise. Ces charges d'intérêt, elles étaient 3% du PIB en 2000. C'était beaucoup, 3% du PIB. Et aujourd'hui, la dette publique était à 60% du PIB. Vous voyez, 60% et 3% de charges d'intérêt. Aujourd'hui, on est à peu près à 116% et les charges d'intérêt sont à 1% du PIB. 3 fois moins. Donc, rassurez-vous, les impôts vont baisser. Ils ne vont pas augmenter avec la dette publique parce qu'aujourd'hui, la charge d'intérêt est en train de baisser et on anticipe encore une baisse. Pourquoi tout le monde veut épargner dans le monde actuel? Donc, notre problème, c'est de répondre à cette transformation fondamentale des économies développées avec des taux d'épargne élevés. Ça a changé complètement la façon dont on a apprécié la réflexion sur la soutenabilité des banques centrales. Et moi, j'avoue, ma petite tristesse, c'est le débat français est complètement bloqué par rapport aux avancées que je vois du débat américain. Le débat américain, ils redéfinissent les critères de soutenabilité, les travaux de Furman et de Summers, en termes de charges d'intérêt sur la dette publique. Ils ont changé de paradigme. C'est ça qu'a donné la Biden Economics. Et la Biden Economics, j'espère qu'elle continuera par ailleurs, mais c'est un autre sujet, cette impulsion fondamentale pour relancer l'économie par une émission de dette et une acceptation de l'inflation, c'est un changement de paradigme complet du FMI, de l'OCDE, même des certaines banques centrales. Donc aujourd'hui, dans le débat français, on est un peu rikiki et on est le débat d'Édouard Philippe en disant la dette publique, la France est en faillite, etc. Ça me semble anachronique et ça me semble dangereux pour la conduite des politiques publiques dans notre pays. Point 1. Donc heureusement, ouvrons-nous sur des débats un peu plus élargis sur comment on gère une économie avec un surcroît d'épargne. Point 1. Point 2. Il y a aussi alors je vais être un peu plus virulent, j'aime bien la virulence d'Henri Stardignac, il est très engagé dans le débat, donc j'atteindrai pas ce degré de virulence, mais je vais essayer de m'en approcher. Et je pense qu'il y a une ânerie, qui est de dire que la dette publique, c'est de faire payer les générations futures. Il faut combattre cette ânerie. La dette publique, ça peut faire soit payer les générations futures, soit payer les générations présentes. Ça dépend à quoi on l'utilise. Notre grand sujet macroéconomique, c'est de transformer la transformation de notre PIB pour investir plus et consommer moins. C'est ça le vrai sujet. On a besoin de plus d'investissements pour la transition énergétique, pour l'ensemble des infrastructures. Donc on a besoin de changer la composition du PIB. D'accord? Et la dette publique, ça peut servir à ça si on utilise la dette publique pour investir. Si on utilise la dette publique bêtement pour consommer, on va multiplier les problèmes, notamment de l'économie française, qui a un problème de déficit de balance courante. Je pense que Patrick Attrus sera d'accord avec moi, il insiste beaucoup là-dessus. On a besoin de dette publique si jamais c'est pour investir. Et si on investit, on taxe les générations courantes qui consomment moins et on favorise les générations futures. Donc il faut faire comprendre dans le débat public que la question, c'est pour ça que j'aimais bien ce titre-là, c'est comme ça que je le voyais, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la dette publique, mais pas dans le côté pessimiste des dettes publiques passées, mais des dettes publiques à venir peut-être, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut bien les utiliser pour investir, pour construire du capital écologique, etc., même si forcément il n'y a pas toutes les recettes fiscales en face, d'autres en parleront mieux que moi. Donc, il faut faire émerger le débat public et une très grande sérénité, maturité sur cette question des finances publiques. Moi, ma crainte, c'est une des dramatisations, des politisations de cette campagne qui empêche de bien poser les débats. Bien poser les débats, encore une fois, pour moi, c'est transformer la structure de notre PIB pour aller vers plus d'investissements, notamment sur la consommation, sur la dimension écologique. Ça demande des outils, et les outils, ça peut être de l'aide publique, ça peut être des impôts, ça peut être des taxes carbone aux frontières, ça peut être un ensemble d'outils qui sont les bienvenus. Pour ma part, je plaidais déjà il y a quelques temps pour un plan d'investissement beaucoup plus important, financé par dette, pour justement favoriser cette transformation de notre structure productive vers l'investissement. C'est ça dont on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette dette publique? Eh bien, on ne va rien faire. On va rien faire, on va la laisser dans le patrimoine des agents, parce que qui détient la dette publique, c'est en particulier les Français avec l'assurance vie, donc je ne vois pas pourquoi ils veulent épargner à des taux d'intérêt très faibles. S'ils veulent encore plus de dette publique, donnons-leur la dette publique, et utilisons intelligemment cette dette publique. On a le moment de faire pivoter l'État comme un intermédiaire financier, c'est ça dont on parle, qui va émettre la dette publique et qui va investir. C'est ça l'émergence nouvelle de l'État dans le capitalisme à venir. Avant, l'État, il émettait de la dette pour distribuer le revenu. Là, on a un État entrepreneur, un État investisseur qui se met en place au niveau macroéconomique. Il faut faire émerger maintenant le consensus politique autour de ce nouveau rôle pour faire transformer notre structure productive, avec peut-être les bons débats.
Merci. Merci beaucoup. Alors pour la conclusion, Agnès Benassi-Kéré, lourde charge. Donc vous êtes, je rappelle, chef économiste du Trésor, mais économiste à l'École d'économie de Paris. C'est bien ça, hein? Non, j'aime bien le mais. Ah mais Je suis oui, chef économiste, oui, le mais mais parce économiste. qu'effectivement vous n'êtes pas le porte-parole du Trésor non plus, c'est-à-dire vous êtes toujours économiste. Voilà. Oui, Et- quand on Voilà, on donc est- c'est pour ça que par rapport à ce que vient de dire Xavier Rago, moi on attend votre diagnostic. En gros, il y a zéro problème de dette, mais c'est pas du tout le discours de Bruno Le Maire, par exemple, votre ministre, qui déjà commence à dire attention, faut être sérieux. Il y a des rapports de la Cour des comptes qui commencent à dire qu'on a augmenté nos dépenses. Et pas seulement face au Covid, les dépenses structurelles de l'État qui ont augmenté. Donc il y a des alertes, pas seulement d'Édouard Philippe, mais aussi la Cour des comptes. Donc face à ça, on voit bien qu'il y a des arguments qui disent attention. Parallèlement, on voit bien que les plans annoncés par le gouvernement récemment ne vont pas du tout dans ce sens-là. Donc la question, c'est votre avis d'économiste du Trésor là-dessus. À partir de quand il faut faire attention et réduire les dépenses publiques et ne pas augmenter la dette? Ou alors, est-ce que vous partagez l'avis de Xavier Rago? C'est pas du tout un problème. Merci de m'avoir invité et merci de souligner que je vais parler maintenant à mon nom propre et non au nom du ministre. Alors, je vais essayer de me concentrer sur les points d'accord avec les différents intervenants, même si ça peut vous paraître un peu bizarre, puisqu'ils n'ont pas l'air d'être d'accord entre eux. Alors, d'abord, je dois dire que je suis d'accord entièrement avec le cadre comptable présenté par Henri Sterdignac. Le quantitative easing, c'est une substitution d'un passif pour un autre. L'État est actionnaire unique de la Banque centrale, donc je ne vais pas y revenir. Deuxièmement, je suis néanmoins d'accord avec ce qu'a dit Jésabel tout à l'heure. Elle a dit quelque chose de très important, qui est que les dépenses vertes d'investissement dans la transition écologique vont en quelque sorte réduire notre passif environnemental vis-à-vis des générations futures, mais pas nécessairement augmenter le taux de croissance. Ça, c'est quand même très important à avoir en tête. On ne rembourse pas la dette, ou on ne sert pas la dette si on ne veut pas la rembourser. On ne sert pas la dette avec des économies de carbone, en tout cas pas dans le système financier actuel. Donc, alors, je ne suis pas non plus d'accord, du coup, avec Henri Sterdignac. À long terme, nous sommes tous morts. Je sais que c'est la parole de Keynes, mais l'objet, justement, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas tous morts. Enfin, nos générations suivantes ne soient pas mortes. Et alors, Xavier Rago, j'étais d'accord avec lui au début de ce qu'il a dit, qui est que le taux d'intérêt n'est pas déterminé principalement par les banques centrales, mais par un marché financier mondial, et qu'il y a un excès d'épargne dans le monde, et que c'est la cause des taux d'intérêt très bas qu'on observe. Mais ensuite, il a enchaîné pour dire finalement, on va investir plus, ça va faire créer de la croissance et il n'y a pas de problème. En fait, si on suit ce que dit Jésabel, si on investit plus pour la transition écologique, ça ne va pas nous apporter de la croissance. Et c'est là qu'on a un petit sujet sur l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance, parce que si nous sommes tout seuls en France à investir dans la transition, ça ne va rien changer. Mais si le monde entier prend conscience du problème et se met à investir massivement, on pourrait quand même avoir un moment où chacun souhaitant emprunter, à un moment donné, le taux d'intérêt mondial risque de remonter, sans que le taux de croissance augmente. Et là, je suis d'accord avec Henri Sterdignac qu'il y a un bon scénario où le taux d'intérêt et le taux de croissance augmentent en même temps, mais ce n'est pas totalement gagné, notamment à cause de cette transition écologique. Alors, maintenant, mon travail, c'est assez concret, donc je vais redescendre un peu terre à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le déficit stabilisant la dette, c'est facile à calculer, hein, c'est le taux d'endettement fois le taux de croissance nominale de l'économie. Donc, si on fait le calcul aujourd'hui pour la France, ça fait un déficit un peu supérieur à 3% du PIB avec... disons, un taux de croissance potentiel de l'ordre de 1,3% et avec une inflation légèrement inférieure à 2%. Bon, on peut discuter de ça. Alors, bon, premièrement, je voulais souligner qu'on a un déficit très nettement supérieur à ça. Donc, c'est un peu... Enfin, il faudrait nous réinviter dans 1 an ou 2 ans pour reparler du sujet, puisque pour l'instant, on est au-dessus, même si la dette, mécaniquement, devrait diminuer, le ratio de dette devrait diminuer un peu, parce qu'on a un effet de remontée du PIB par rapport à un point très bas. Alors,
Donc le sujet, c'est, une fois qu'on aura récupéré un déficit qui correspond à une stabilisation du ratio de dette, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut le réduire ou est-ce qu'on est content de le maintenir constant? Si on suit le raisonnement de Xavier, par exemple, on aurait envie de dire, eh bien, pourquoi pas, il y a beaucoup d'épargne qui est disposée à détenir cette dette de manière durable et finalement ça nous résout un problème qui est que le taux d'intérêt neutre est trop bas et donc on n'a pas de marge de manœuvre pour la politique monétaire, etc. Moi, je suis plus prudente que ça. Je pense qu'on est dans un monde extrêmement instable, que des crises, il y en aura de nouveau. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir des politiques d'austérité extrêmement violentes. Et on a tous en tête l'erreur qui a été faite après la précédente crise d'ajuster trop vite. Ce n'était pas nécessairement d'ailleurs la France toute seule. C'était en conjonction. Donc on a besoin d'une coordination zone euro. Et d'ailleurs, ce qui est en train de être discuté en Allemagne est au moins aussi important que ce qu'on est en train de débattre là. Mais je pense que malheureusement, il faut commencer à songer à réduire et surtout à donner une perspective. Et donc c'est important, c'est pour ça que le débat sur les règles budgétaires est important parce que on a besoin, la politique budgétaire a besoin de rester crédible pour maintenir des taux d'intérêt bas, donner aussi de la marge de manœuvre à la politique monétaire. Ainsi, donc là, je ne suis pas complètement Ristardignac lorsqu'il dit la crédibilité de la politique budgétaire, c'est finalement le fait que la Banque centrale garantit la dette. Bon, si la Banque centrale garantit la dette à tout moment, autant se passer de la Banque centrale et dire d'emblée qu'il n'y a plus de Banque centrale et que la politique budgétaire et les politiques monétaires ne font plus que un. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'on a besoin de plusieurs instruments pour gérer le cycle économique. Et là, je finirai en rejoignant ce que disait Isabelle Job tout à l'heure, qui est très important, et qui aussi répondait à Isabelle Coupet, que le taux d'intérêt très bas, qui risque, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais pendant un certain temps, il va sans doute rester bas avant que d'autres éléments donc de réflation mondiale apparaissent. Ça crée des déséquilibres sur les marchés financiers. Les politiques macroprudentielles, qui sont une création quand même relativement récente, doivent être mises sur le devant de la scène. On doit beaucoup plus les comprendre. En France, dès que le Haut Conseil de stabilité financière prend une décision, alors immédiatement, c'est une critique qu'il veut affamer le débiteur, il va empêcher les gens de se loger, etc. Il y a quand même des risques que cet excès d'épargne se déverse non pas sur l'investissement qu'on est tous à souhaiter, enfin l'investissement productif ou l'investissement dans la transition, mais qui se déverse plutôt dans de la bonne vieille construction et surtout de l'immobilier existant et donc face juste des bulles immobilières qui seraient quand même quelque chose de très dangereux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Xavier Rago, je crois que vous vouliez réagir. Très vite sur un point d'information, 2 points en fait, très rapidement. 1, pourquoi les taux d'intérêt vont baisser? Si vous prenez de l'histoire des 20 dernières années, tous les pays ont désinvesti. Tous les pays développés, sauf un. Et le taux d'investissement mondial est resté constant. Parce qu'il y a un pays qui représentait 6% de l'investissement mondial en 2007 et qui représente aujourd'hui 30% de l'investissement mondial. Donc un tiers, aujourd'hui, de l'accumulation capitalistique mondiale se fait en Chine. La Chine est massivement déstructurée du fait qu'elle a été hyper keynésienne, pour le coup. Chaque fois ça allait mal, ils relançaient un plan d'investissement dans l'immobilier, dans l'acier, dans le ciment. Et l'histoire d'Evergrande aujourd'hui, c'était prévisible, on savait qu'il y a la suraccumulation du capital en Chine. L'accumulation capitalistique en Chine ne peut pas continuer. Donc il y aura moins d'investissements, encore plus dans le monde, alors que dans les 10 prochaines années, la tendance à l'épargne va augmenter. Donc les taux d'intérêt vont encore baisser. Je peux me tromper, rendez-vous dans 10 ans. C'est une prévision. Donc c'est pour ça, je pense qu'avec tous les risques, juste qu'a dit Agnès Benassi-Kéré, il faut gérer les risques. Là, je fais les scénarios centraux, mais il faut gérer tous les risques. Mais le scénario central, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur les 10 prochaines années, envisager un scénario de baisse du taux d'intérêt réel, bien sûr, corrigeant l'inflation. Du taux d'intérêt réel, petit 1. Petit 2, sur la stabilité de la dette, la soutenabilité, le second point, un peu de publicité, excusez-moi. On a mis en place un site web en début de semaine, Debt Watch, à l'OFCE,
qui permet de faire toutes les simulations de trajectoire de dette pour voir justement est-ce que les dettes sont soutenables de la France, mais aussi de tous les pays européens, pour voir si on passe de 116 à 110 ou de 116 à 130. Et ça vous permet de voir la sensibilité de la dette à ce dont on parle, c'est-à-dire au taux d'intérêt, au taux de croissance. Le résumé de... Je vous invite à y aller, parce que je pense que la nouvelle façon de faire l'économie, c'est que les gens fassent de l'économie eux-mêmes en jouant sur les finances publiques, pour voir ce qui se passe, et qui voient exactement les implications de leurs choix économiques. Je vous résume le résultat, c'est qu'en fait, on a quand même des efforts à faire pour soutenir, stabiliser la dette, fiscaux, il ne faut pas le nier, mais qu'il n'y a aucun risque d'insoutenabilité de la dette des pays développés, avec des taux d'intérêt réalistes. On n'en est pas là, pour la raison que j'ai dite. Merci. Alors rapidement, Patrick d'abord, Patrick Artus, qui avait posé des questions au début. Ce qui m'intéresse notamment dans tout ce qui a été dit, c'est la conséquence des politiques des banques centrales. C'est un truc, quelque chose que tu as beaucoup développé avec l'inflation des actifs et le fait que on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, l'inflation des prix de l'immobilier, c'est lié aux politiques de banques centrales. Et donc la crise du logement, c'est peut-être lié à ça. Est-ce que tu peux détailler un petit peu là-dessus, sur les conséquences que je ne sais pas si tous les étudiants ont conscience de cela. Oui, non, mais là, je vais vite parce qu'on est tous d'accord. Hein. Donc, voilà, on a une situation aujourd'hui où on a injecté énormément de liquidités dans l'économie par des déficits publics qui étaient en fait de la monnaie hélicoptère, hein, et que malheureusement, une partie importante de cet argent va sur l'immobilier ancien, comme disait Agnès. Faut comprendre juste un truc, mais je voudrais dire une autre chose. Si on fait des transferts publics aux ménages, genre hélicoptère monnaie, et s'ils les utilisent qu'ils les utilisent pour construire des maisons neuves, qui sont construites, ça fait du PIB. Et donc c'est vertueux. C'est la même chose, si on fait des transferts aux ménages et qu'ils achètent des actions qui sont émises pour faire des nouveaux investissements, ça fait du PIB. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils achètent des vieilles actions, donc ça fait monter les indices boursiers, ils achètent des vieilles maisons, donc ça fait monter les prix de l'immobilier, et ça fait pas de PIB. Donc on a une très grosse déperdition en fait du transfert public puisqu'il fait monter des prix d'actifs. Donc ça c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Je voulais dire une seconde chose. Il me semble qu'en ayant entendu tous mes camarades, il y a un point de débat très important qui est qu'est-ce qui détermine les taux d'intérêt à long terme. Et il faut dire qu'il n'y a aucun consensus chez les économistes. Donc il y a deux extrêmes. Il y a la Banque des règlements internationaux, hein, qui depuis 20 ans nous explique qu'il n'y a aucun effet de l'équilibre entre épargne et investissement sur les taux d'intérêt, qui sont même à long terme totalement liés aux politiques monétaires. Donc en fait, les banques centrales contrôlent à long terme les taux d'intérêt. Bon, probablement, la réalité, c'est qu'on n'est jamais à long terme, quoi, je dirais. Donc, en fait, on a une succession d'équilibres à court terme. Et donc, en fait, c'est pas une question. Et donc, c'est des travaux de Claudio Borio depuis très longtemps, assez convaincants, qui dit « Je ne trouve... » c'est une question empirique, je ne trouve pas d'effet de l'équilibre entre épargne et investissement sur les taux d'intérêt. Si on est dans cette vision-là, honnêtement, on est bien, quoi, je veux dire, puisque les banques centrales ne feront pas remonter les taux d'intérêt, on restera avec des taux d'intérêt très bas, il n'y aura pas de problème de dette, et là, on signe le manifeste de Xavier Rago. Hein. Et puis alors, il y a ceux qui sont complètement de l'autre côté, donc par exemple Summers, hein, qui disent non, pas du tout, les taux d'intérêt à long terme, c'est exclusivement la question de l'équilibre épargne-investissement, et donc là, on est quand même dans un environnement beaucoup plus dangereux pour le futur, parce que comme l'ont dit Abel, Agnès, etc., on va faire beaucoup d'investissements qui ne font pas de croissance, qui sont juste mettre du nouveau capital à la place d'un capital qu'on détruit, quoi, je veux dire, hein, on met des éoliennes à la place des mines de charbon, hein, et donc cet investissement-là, il ne fera pas de croissance et il fait monter l'investissement, et puis quand même, peut-être quand même, le vieillissement démographique finira par faire baisser les taux d'épargne. Hein. Alors à nouveau, on a le contre-exemple du Japon, où malgré le vieillissement démographique, il n'y a pas de baisse des taux d'épargne, donc il faut être méfiant. Voilà. Mais je crois qu'il est absolument fondamental que tout ce qu'on dit, en fait, dépend de la théorie qu'on adopte pour la détermination des taux d'intérêt à long terme, quoi. Mais il y a une seule théorie. Je veux dire, il n'y a pas... Oui, mais il y a la théorie et la réalité, quoi. Il n'y a pas deux théories. Les banques centrales ne font pas une politique au hasard. La politique des banques centrales, elle dépend naturellement de l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. C'est ce qu'on constate. Hein. Donc, il n'y a pas deux théories. Et deuxièmement, le long terme n'existe pas. Se poser la question, qu'est-ce qui détermine le taux d'intérêt à long terme, c'est une question qui n'a aucun sens. Si effectivement demain, il y a une poussée de l'investissement
parce qu'on a pris conscience des contraintes écologiques, et ça c'est tout à fait nécessaire. On a besoin d'investissements verts, et si ça se réalise, à court terme, naturellement, il y aura un effet favorable sur la production, sur la croissance, qui permettra effectivement des rentrées fiscales qui permettront une légère hausse des taux d'intérêt. Voilà, il faut bien voir le principe de la transition écologique. Ensuite, à plus long terme, peut-être qu'effectivement, on peut aussi l'espérer, ça n'aura pas d'effet sur le niveau de production, parce qu'on a besoin de ralentir notre croissance pour des raisons écologiques, mais à ce moment-là, les taux d'intérêt seront mis à zéro. Voilà, il faut faire confiance aux banques centrales pour piloter les taux d'intérêt en fonction de cet écart entre l'épargne et l'investissement qui va varier au cours du temps. Merci. Alors, ça s'enflamme, alors qu'on va devoir conclure en quelques minutes. Isabelle Job-Basile, justement. Non, mais c'était sur les taux, justement. Mais réagissez là-dessus, parce que c'est le problème central. Hein, voilà, moi, je suis une fan des travaux de Borio, de la BRI. N'empêche que, bien évidemment, sur le long terme, et la tendance de fond à la baisse des taux d'intérêt, c'est bien ce saving glut, cet excès d'épargne au niveau mondial par rapport à une baisse plutôt chronique de l'investissement, ou une stabilisation chronique de l'investissement. Mais il y a quand même, ensuite, à certains moments, on a quand même une influence des banques centrales qui crée une clientèle captive supplémentaire. On l'a fait au travers aussi de la réglementation. Si vous regardez, tous les grands institutionnels, y compris les banques, sont obligés de détenir de l'actif sans risque. Et si on regarde, par exemple, les taux négatifs, on voit bien l'influence des banques centrales. Il n'y a pas eu de taux négatifs aux États-Unis. On a des taux négatifs en Europe parce qu'on a mis les taux de dépôt à la Banque centrale, des banques commerciales à la Banque centrale en négatif. Donc il y a quand même une influence sur... alors peut-être pas sur le très long terme, où c'est effectivement l'équilibre épargne-investissement, mais il y a quand même une influence sur les différentes périodes des taux d'intérêt. Et je pense qu'effectivement, les banques centrales vont continuer... Si besoin, c'est-à-dire qu'on va voir, on va avoir ce qu'on appelle ce tapering, elles vont commencer à retirer un peu la perfusion. Je pense que ça ne sera pas linéaire, c'est-à-dire que quand les marchés vont commencer à être un petit peu turbulents ou que les taux remontent trop vite, elles vont peut-être s'arrêter ou revenir en arrière. Donc il y a une forme effectivement de pilotage et de mise sous influence des taux de manière à rester dans cette configuration taux d'intérêt inférieur au taux de croissance. Et sur cette idée, sur l'annulation des dettes, sur la manière dont on va réviser les traités européens, il ne faut quand même pas oublier que quand on a effectivement signé le règlement de copropriété, on n'a pas tous la même vision de ce qu'est l'endettement public, ce que sont les déficits. Et c'est un sujet d'intention, c'est les positionnements très divergents qu'il peut y avoir à l'intérieur de la zone euro entre les pays du Nord qui veulent revenir très vite à de l'orthodoxie budgétaire et les pays du Sud, dont on peut, y compris la France, qui est effectivement une vision où on voudrait réfléchir de manière plus approfondie sur le pourquoi de la dette, sur son utilité, etc. Merci. Il nous reste 1 minute. Isabelle, vous avez la lourde tâche de conclure, Karine. Juste pour renforcer effectivement ce point-là sur les taux d'intérêt, arrêtons de raisonner avec des « ou ». Ce serait bien de raisonner avec des « et ». En fait, ce qui forge les taux d'intérêt, ce qui détermine les taux d'intérêt, ce sont à la fois des facteurs structurels et des facteurs monétaires. Et nul doute que si les banques centrales, demain, diminuent leur programme d'achat d'actifs, ça va avoir un effet sur les taux souverains. Ils vont remonter, les taux souverains. Et la dette, ça posera problème. C'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir à des alternatives de financement. Et cessons également de confondre dépenses publiques et dette publique. Oui, on a besoin de dépenses publiques, on a besoin d'en faire davantage, mais on a besoin aussi de réfléchir à la façon de bien les financer, surtout si ces dépenses, ce sont des dépenses de transformation écologique et sociale, dont on a dit en fait qu'elles ne fabriqueraient pas, et c'est heureux d'ailleurs, la même croissance qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, et c'est précisément pour faire un autre mode de croissance que l'on a besoin de ces investissements. Et par ailleurs, je suis désolée, mais sur le bilan de la Banque centrale, Agnès et Henri ne comprennent pas ce qu'est un bilan de banque centrale. Alors c'est peut-être parce que Henri a expliqué à Agnès ce qu'est un bilan de banque centrale. C'est dingue ça quand même. La sécurité, s'il vous plaît. L'annulation, ça fait baisser
les créances de la Banque centrale. Effectivement, ça laisse inchanger les réserves des banques à la Banque centrale. C'est pour ça que ça fait des fonds propres négatifs. Les fonds propres négatifs, ce n'est pas grave pour une banque centrale. Et si on trouve ça grave, on fait un actif non exigible et il n'y a plus de perte et il n'y a plus de fonds propres négatifs. De la Banque centrale font partie de la dette publique. Et non. Ceux qui ne le savent pas sont simplement des illusionnistes. Bon, alors on va s'arrêter là. Hein, allez, si vous voulez, avant que ça parce s'envenime, fini le tour ça dérape. d'illusionniste. Je ne pensais pas qu'un débat sur la dette pouvait déraper comme ça. Mais bon, merci beaucoup. C'était en tout cas très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, il faut se revoir dans quelques années pour faire le bilan de toutes ces questions. Merci.